Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché, ou en passe de le devenir. Quand on parle de Carl Gustav Jung, on imagine souvent un génie solitaire qui aurait inventé des concepts comme le soi, l'individuation ou les archétypes. Mais en réalité, c'est plus nuancé, et à mes yeux, encore plus beau. Jung n'a pas inventé ces réalités, elles existent bien avant lui, explorées depuis des millénaires dans des traditions spirituelles, philosophiques et mythologiques aux quatre coins du monde. Ce qu'il a fait, c'est de leur donner un langage psychologique moderne, compréhensible et utilisable par l'homme et la femme d'aujourd'hui. On pourrait dire qu'il n'est pas un créateur au sens strict, mais plutôt un explorateur et un traducteur. Un homme qui a su relier la sagesse ancienne et la psychologie moderne en construisant des ponts entre les mondes qui jusque-là ne parlaient pas toujours. Et il n'a pas travaillé seul, sa pensée a été nourrie par des collaborations profondes, notamment Antonia Wolff, dit Toni Wolff, pionnière dans l'exploration des archétypes féminins, qui a apporté une compréhension unique des images intérieures liées au féminin, et Marie-Louise von Franz, immense passeuse de la pensée jungienne, qui a relié les contes, les mythes et les symboles à nos processus intérieurs de transformation, et bien d'autres choses. Ses compagnes de route ont enrichi la vision jungienne, lui donnant des nuances, des dimensions, et des exemples qui résonnent encore aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons donc faire un pas de côté. Plutôt que de commencer par Jung lui-même, nous allons voyager avant lui pour voir comment ces concepts trouvent leurs racines dans des sagesses beaucoup plus anciennes. Nous suivrons deux fils rouges, les racines anciennes du soi, cette idée d'unité intérieure, de totalité, que l'on retrouve dans le soufisme, le taoïsme, la kabbale, l'alchimie et tant d'autres traditions, et ensuite les racines anciennes des archétypes, ces structures archétypales primordiales que Jung a mises en lumière, mais qui existaient déjà dans la philosophie antique, chez les mystiques, et même dans l'anthropologie avant qu'on leur donne ce nom. En séparant ces deux explorations, nous éviterons de tout mélanger et nous verrons comment le soi et les archétypes sont liés, mais distincts. Alors installez-vous confortablement, nous allons traverser les siècles, les continents et les cultures pour retrouver, sous d'autres noms et d'autres symboles, ce que Jung a appelé le chemin de l'individuation. C'est parti sans plus attendre. Si l'on met de côté un instant le langage de la psychologie analytique, on s'aperçoit que l'idée du soi, cet état d'unité intérieure, de totalité accomplie, traverse les cultures depuis toujours. Dans chaque civilisation, on retrouve des chemins, des images, des pratiques qui visent à ce même but, réunir toutes les parties de soi dans une harmonie profonde. Au cœur du soufisme, cette voie mystique de l'islam, il y a la notion de nafs, l'âme humaine. En français, on pourrait le traduire par âme dans un sens spirituel ou moral, ou encore soi, ego ou moi quand on parle de l'ego psychologique, ou souffle vital dans certains contextes anciens ou mystiques. Mais la nafs n'est pas donnée pure, elle doit traverser plusieurs degrés de purification, les maîtres soufis parlent de polir le miroir du cœur, jusqu'à ce que l'âme reflète parfaitement la lumière divine. L'idéal, c'est l'insa al-kamil, l'homme accompli, un être qui incarne pleinement les noms et les attributs divins, tout en restant ancré dans le monde. Quand Jung parle du soi comme totalité réalisée, il n'est pas loin de cette image, un être qui a intégré toutes ces dimensions, conscientes et inconscientes, humaines et spirituelles, pour devenir un reflet vivant du plus grand que soi. Ensuite, en Chine, dès le VIe siècle avant notre ère, le taoïsme enseigne l'art d'entrer en harmonie avec le Tao, la voie universelle. Au centre de cette sagesse se trouve l'union du yin et du yang, deux forces opposées et complémentaires, le féminin et le masculin, l'obscur et le lumineux, le repos et l'action. Dans l'alchimie interne taoïste, cette union se traduit par une transformation intérieure. On affine l'énergie vitale, Jing, on la transmute en énergie spirituelle. Shen, c'est un processus qui rappelle l'individuation, unir ses contraires pour accéder à une unité vivante, jamais figée, en perpétuel mouvement. Et encore une fois, j'ai oublié de le dire au début du podcast, mais si vous écoutez cet épisode depuis une plateforme audio, vous pouvez retrouver mes visuels sur la vidéo YouTube. Je reprends. Ensuite, on a la Kabbale, mystique juive médiévale, qui me propose une carte précise de l'élévation intérieure, l'arbre des séphirots.
On y part de Makrout, le monde matériel, et l'on s'élève jusqu'à Keter, la couronne divine. Mais ce chemin n'est pas linéaire, il implique de réparer ce qui a été brisé. C'est le tikkun, la réintégration des étincelles de lumière divine dispersées dans le monde. Jung aurait pu dire, c'est l'intégration des aspects épars de notre psyché pour retrouver une unité intérieure. Ensuite, on retrouve aussi l'alchimie médiévale, avec ses 3 œuvres dont je vous ai déjà parlé. Donc dans l'alchimie, qu'elle soit arabe ou européenne, on parle de 3 grandes étapes. L'œuvre noire, la nigredo, la mort symbolique, la décomposition des formes anciennes, l'œuvre au blanc, l'albédo, la purification, l'émergence d'une lumière nouvelle, et l'œuvre au rouge, la rubédo, c'est-à-dire l'union finale, l'accomplissement. Pour Jung, ces étapes illustrent parfaitement l'individuation, affronter l'ombre avec la nigredo, intégrer les forces opposées comme l'anima ou l'animus avec l'albédo, et unir toutes les dimensions de l'être dans une totalité vivante avec la rubédo. Les mythes, eux aussi, parlent souvent de ce chemin intérieur. Ulysse, après des années d'errance, revient à Ithaque, mais surtout il revient à lui-même transformé par ses épreuves. Psyché, dans la mythologie grecque, descend dans le monde souterrain pour accomplir des épreuves et retrouver Eros. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est le récit d'une âme qui plonge dans l'inconscient pour réunir en elle l'amour et l'âme, l'humain et le divin. Et bien avant l'arrivée des Européens, les peuples amérindiens pratiquaient la quête de vision. Plusieurs jours de solitude dans la nature, souvent à jeun, jusqu'à recevoir une vision ou la visite d'un grand esprit, ou d'un esprit guide. C'est une confrontation directe avec l'inconscient qui permet de trouver sa place dans le grand tout. Dans toutes ces voies, soufisme, taoïsme, kabbale, alchimie, les mythes, le message est le même. L'être humain porte en lui une totalité possible, et le chemin vers cette totalité demande à la fois de descendre en soi, de réunir ses opposés, et de s'ouvrir à plus grand que soi. Maintenant, allons vers les archétypes. Quand Jung parle d'archétypes, il décrit des formes universelles qui existent dans l'inconscient collectif, et qui se manifestent à travers les rêves, les mythes, les légendes, l'art sous forme de symboles et de représentations. Mais ces formes n'étaient pas inconnues avant lui, bien au contraire. Elles apparaissent dans la philosophie, la mystique, la théologie et même l'anthropologie, bien avant que le mot archétype ne soit employé dans un sens psychologique. Remontons très loin dans la philosophie antique, avec Platon. On est entre 427 et 347 avant Jésus-Christ pour se situer. Dans son enseignement, Platon parle des formes ou idées éternelles, eidos, des modèles parfaits qui existent dans un monde intelligible, au-delà du monde matériel. Les choses que nous percevons ne sont pas des copies imparfaites de ces modèles. Jung reconnaîtra plus tard que ces archétypes partagent un air de famille avec ces formes platoniciennes, des structures intemporelles qui orientent nos perceptions et nos représentations. Toujours en philosophie antique, on a Plotin. On est à 205-270 après Jésus-Christ. Donc Plotin est un philosophe néoplatonicien, il développe la vision d'une âme universelle contenant les modèles éternels à partir desquels toute la réalité se déploie. Ces modèles ne sont pas des idées mortes, mais des forces vivantes qui agissent dans la création, un langage qui résonne déjà avec la vision dynamique que Jung donnera aux archétypes. Toujours aussi loin, on va se tourner maintenant vers les sources religieuses et mystiques, avec Philon d'Alexandrie. Donc on est aux environs 20 ans avant Jésus-Christ et 50 ans après Jésus-Christ. Philon d'Alexandrie est un philosophe juif helléniste. Il décrit les idées de Dieu comme des plans divins de la création. Pour lui, ces idées sont les modèles à partir desquels tout est formé et elles existent dans la pensée divine. Ensuite, on a Saint Augustin, 354-430. C'est un docteur de l'Église. Il parle des ratione aeternae, qu'on traduit par raison éternelle, qui résident dans l'esprit de Dieu et servent de fondement à toute chose. Ici, on retrouve la notion de structure immuable et universelle. Ensuite, on a Jacob Böhm, 1575-1624. C'est un mystique allemand, il décrit les signatures inscrites dans chaque être et chaque chose comme un langage secret qui révèle la nature profonde du monde. Ces formes sont à la fois spirituelles et matérielles,
et leur reconnaissance est un chemin vers la connaissance de Dieu. Ensuite, on a Louis-Claude de Saint-Martin, 1743-1803. C'est un philosophe mystique français. Il parle de figures intérieures, gravées dans l'âme humaine, qui sont comme des empreintes de notre origine divine. Il ne parle pas d'archétypes, mais l'idée est assez proche des images primordiales qui existent en nous avant toute expérience. Maintenant, allons voir les précurseurs directs de Jung. On a Adolphe Bastian, 1826-1905. C'est un anthropologue allemand. Il introduit le concept d'idée élémentaire. En allemand, ça donne Elementar Gedanken, tout attaché. Selon lui, toutes les cultures humaines partagent un fond commun d'images et d'idées universelles qui se déclinent ensuite en formes culturelles spécifiques, qu'on appelle en allemand Volkergedanken. Jung reconnaîtra l'anthropologue Bastian comme un précurseur direct de sa théorie des archétypes. Ensuite, on a Richard Simon, 1859-1918. C'est un biologiste et psychologue allemand. Il invente le terme engramme, de l'allemand engramme, qui est un terme issu du grec en et gramma. En neurophysiologie, l'engramme est la trace biologique de la mémoire dans le cerveau. Donc Richard Simon utilise ce terme engramme pour désigner les traces mnésiques durables laissées par l'expérience, y compris au niveau collectif. Cette notion prépare le terrain à l'idée que l'humanité porte en elle une mémoire commune. Et bien avant toute théorie, on retrouve des figures récurrentes dans les mythes, les légendes, les contes et les rites à travers le monde. On retrouve plusieurs archétypes comme le héros, celui qui quitte son monde, traverse des épreuves et revient transformé. La mère, source de vie, de protection, mais parfois aussi figure dévorante. Le mentor, porteur de savoirs anciens, et guide sur le chemin. Et le trickster, l'expiègle, le perturbateur, celui qui brise les règles pour révéler la vérité cachée. Leur persistance, d'une culture à l'autre, et des siècles à l'autre, montre qu'il existe bien un réservoir universel d'images et de rôles qui façonnent l'imaginaire humain depuis toujours. Toutes ces racines, philosophiques, mystiques, anthropologiques, convergent vers une même réalité. Avant Jung, les archétypes existaient déjà, sous d'autres noms, sous d'autres formes, dans d'autres langues, dans d'autres langages, comme des empreintes éternelles, inscrites dans l'âme humaine et dans le tissu même du monde. Lorsqu'on regarde attentivement les traditions spirituelles et symboliques que nous avons traversées, on se rend compte qu'elles ont tout un point commun. Elles parlent d'un chemin où l'on ne cherche pas à éliminer ce qui nous semble opposé, mais à l'intégrer. L'unité véritable n'est pas une fusion indifférenciée où tout se confond, ni une victoire d'un pôle sur l'autre, elle est un état dynamique où les forces contraires coexistent, dialoguent et se nourrissent mutuellement. Comme on l'a vu, dans le soufisme, l'image est celle d'un miroir. L'ego, avec ses désirs et ses illusions, obscurcit la surface du cœur. La pratique spirituelle consiste à polir ce miroir et en retirer les voiles jusqu'à ce qu'elle reflète parfaitement la lumière divine. C'est une image puissante de l'intégration. Le cœur devient capable de contenir à la fois la conscience de soi et la transparence à ce qui le dépasse. Dans le taoïsme, cette union prend la forme du yin et du yang. Le repos et l'action, le féminin et le masculin, l'obscur et le lumineux. Ces forces ne s'annulent pas, elles s'équilibrent, et cet équilibre n'est pas figé. Il est vivant, en perpétuel mouvement, comme une danse qui maintient l'harmonie de l'univers. L'adepte taoïste apprend à sentir ce mouvement et à s'y ajuster, plutôt que de chercher à figer un état parfait. En Kabbale, l'équilibre se joue sur l'arbre des séphirotes, entre la colonne de gauche, Gévura, la rigueur, et la colonne de droite, Chesed, la miséricorde. Le point d'harmonie se trouve au centre d'Antiferet, la beauté, au niveau du cœur. Et ici, la beauté n'est pas une simple question esthétique, elle est la manifestation extérieure d'un équilibre intérieur où la force et la douceur trouvent leur juste mesure. Dans l'alchimie, cette intégration des opposés est représentée par le mariage du soleil et de la lune. Le soleil, principe masculin actif et lumineux, rencontre la lune, principe féminin réceptif et mystérieux. Dans cette union naît la pierre philosophale, symbole d'une totalité où l'esprit et la matière, l'animus et l'anima, fusionnent dans un nouvel état de conscience.
Et dans les mythes, les héros qui réussissent les épreuves sont souvent ceux qui savent unir les qualités apparemment incompatibles. La force seule ne suffit pas, la vulnérabilité seule non plus, il faut la ruse d'Ulysse alliée à son courage, il faut la persévérance de Psyché, mais aussi sa capacité à aimer au cœur de l'obscurité. Sans cette alliance intérieure, l'épreuve initiatique ne peut pas être franchie. Toutes ces traditions, malgré leur contexte différent, nous disent la même chose. L'accomplissement ne vient pas de la victoire d'un contraire sur l'autre, mais de leur intégration dans un tout plus vaste. Et c'est exactement ce que Jung voyait dans l'individuation, un processus qui ne cherche pas à effacer les tensions, mais à les tenir ensemble, à en faire la matière même de notre transformation intérieure. Après ce voyage à travers les traditions anciennes, on pourrait se dire « Alors Jung n'a spécifiquement rien inventé ». En un sens, c'est vrai. Les images, les symboles, les étapes de transformation que nous avons évoquées existaient bien avant lui, c'est vrai, c'est certain. Mais c'est dans la manière de les relier à l'expérience psychologique moderne que réside la nouveauté de son œuvre. Jung a déjà dans un premier temps fait le travail, il a traversé, il a plongé dans ses obscurités et il en est revenu. Et il nous a offert ces réalités anciennes dans un vocabulaire compréhensible en dehors des contextes religieux ou initiatiques. Il a traduit la quête d'unité en individuation, l'union des contraires en intégration psychique et les grandes figures mythiques en archétypes. Ce langage, loin de réduire leur portée, les a rendus accessibles à des personnes qui ne se reconnaissaient pas dans une tradition spirituelle particulière ou religieuse. Avant Jung, beaucoup de ses enseignements demandaient un maître, une initiation, une appartenance à une école fermée. Lui a proposé des outils concrets pour explorer son inconscient par soi-même, l'analyse des rêves pour décrypter les messages symboliques qui viennent de l'inconscient, l'imagination active pour dialoguer consciemment avec ses images intérieures, le travail sur les symboles et les mythes pour en retirer une compréhension personnelle et vivante. C'est probablement sa contribution la plus marquante, l'idée que nous partageons tous un réservoir commun d'images et de motifs hérités de l'humanité entière. Ces archétypes ne sont pas des idées abstraites, mais des forces vivantes, capables de se manifester dans nos rêves, nos créations artistiques, nos relations et nos crises personnelles, dans notre vie du quotidien en réalité. Carl Gustav Jung a eu le courage d'explorer des territoires que la psychologie de son époque jugeait suspects. La chimie, la kabbale, le taoïsme, les textes mystiques, les légendes amérindiennes, les légendes africaines, non pas pour les vénérer, mais pour y repérer des structures universelles de transformation psychique. Il a montré que ces savoirs anciens, loin d'être dépassés, pouvaient dialoguer avec la science moderne et enrichir notre compréhension de la psyché humaine. Jung n'a pas travaillé seul, il a été entouré de personnes qui ont approfondi et précisé ses découvertes. Tony Wolff a cartographié les grands archétypes féminins et exploré le rôle du féminin dans le processus d'individuation. Marie-Louise von Franz qui a magistralement relié les contes et les mythes à nos dynamiques intérieures et qui a poursuivi l'étude des archétypes jusqu'à sa mort. Ces voix ont donné à la pensée jungienne une richesse et une profondeur qu'elle n'aurait pas eue autrement. En résumé, Jung a été un traducteur et surtout un intégrateur. Il a fait le job, il a traversé et il est revenu. Il a pris des sagesses venues d'Orient, d'Occident, du passé lointain et des peuples premiers et il les a articulées dans un cadre psychologique vivant que nous pouvons expérimenter ici et maintenant. Ce qui frappe, et ce qui est étonnant quand on regarde toutes ces traditions et le travail de Jung, c'est que la quête d'unité n'appartient à aucune culture, aucune religion, aucun peuple en particulier. C'est un mouvement universel inscrit au cœur de l'expérience humaine. Qu'on l'appelle Insan al-Kamil chez les soufis, union du yin et du yang dans le taoïsme, le tikkun en kabbale, la pierre philosophale en alchimie, ou le soi en langage jungien plus psychologique, il s'agit toujours du même appel intérieur. Devenir complet, entier. Et cet appel traverse les siècles, les continents et les générations. Toutes ces voies montrent que l'unité ne consiste pas à effacer les contraires, mais à les faire dialoguer, à intégrer la lumière et l'ombre,
la force et la vulnérabilité, l'action et le repos, le masculin et le féminin. L'harmonie ne naît pas de suppression des tensions, mais de leur intégration dans un mouvement plus vaste. Dans un monde où les divisions se multiplient, les symboles peuvent devenir des lieux de rencontre. Ils sont des langages que nous partageons tous, consciemment ou inconsciemment. Un mythe grec peut résonner avec un rite amérindien. Un rêve personnel peut parler le même langage qu'une fresque égyptienne vieille de 3000 ans. C'est là que le travail de Jung prend toute sa force. Il nous invite à voir ces images comme un patrimoine commun, à la fois intime et universel. Dans notre époque, saturée d'informations, de sollicitations et de modèles imposés, l'individuation est une boussole. Elle nous rappelle que le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir pleinement soi-même, tout en restant relié à plus grand que soi. Aujourd'hui, nous avons un privilège que les générations précédentes n'avaient pas. En quelques clics, nous pouvons lire le Tao Te Ching, ou encore un texte soufi, un conte inuit, la Bhagavad Gita, ou un mythe africain. Jamais dans l'histoire, nous n'avons eu la possibilité de tisser ensemble les fils de toutes ces sagesses. Mais pour que ce tissage ait du sens, il faut une boussole intérieure. Et cette boussole, Jung nous l'a donnée, un cadre vivant où l'on peut accueillir ces enseignements, les mettre en lien avec notre vie et avancer sur notre chemin d'unité intérieure. En croisant les traditions anciennes et la psychologie analytique, nous apprenons 3 choses essentielles. Que la quête de la totalité est universelle, que cette totalité n'efface pas les différences mais les intègre, et enfin que le symbole, le mythe et les rêves sont des ponts qui relient ceux qui semblent séparés. Si tu veux rencontrer ces figures symboliques qui vivent en nous et dans nos rêves, je t'invite à découvrir mon livre, L'Odyssée des archétypes. J'y explore en profondeur ces archétypes universels, leurs racines mythologiques et leur influence sur notre quotidien. C'est une plongée à la fois dans la psychologie jungienne, les mythes du monde entier et cette aventure intérieure qu'est l'individuation. L'Odyssée des archétypes, volume 1 et volume 2 sont disponibles dès maintenant sur Amazon. Je te remercie pour ta présence, pour ton écoute. On se dit à très bientôt et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves et je te dirai qui tu es.